Vous l'avez demandé, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'explosion de l'hôpital de Gaza le 17 octobre 2023. Nous allons prendre un petit peu de recul. Dans un premier temps, regarder les faits. Ensuite, faire un petit détour par l'importance de la crédibilité, de la gestion des priorités. Comment est-ce que les méthodes de l'aérien peuvent être utiles, notamment dans un cas comme ça, où la presse s'est emparée du sujet et c'est parti dans tous les sens. Ensuite, nous allons débriefer les éléments, voir ce que l'on peut faire dire et ce que l'on ne peut pas faire dire aux images, avant que je vous livre mes 2 cents, mon petit point de vue sur ces événements-là. Allez, jingle. Pour ce qui est des faits, c'est très simple. Le 17 octobre, une explosion a lieu. C'est diffusé en direct sur Al Jazeera. Très rapidement, la communication du Hamas, je vous rappelle que c'est le Hamas qui est au pouvoir officiellement dans la bande de Gaza, parle de plus de 500 victimes. La presse reprend ces titres, cite comme source le Hamas, du coup, a l'impression de respecter la charte du Munich. Je vous rappelle, 24 novembre 1971. Cette charte de Munich qui oblige, dans son 3e devoir, de publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si nécessaire, des réserves qui s'imposent. Et là, c'est parti dans absolument tous les sens. Rajoutez à cela des analyses aux ints, l'open source intelligence dont on a beaucoup entendu parler avec l'Ukraine, où tout le monde s'autoproclame enquêteur sur la toile et vous vous retrouvez avec des personnes qui ont envie de bien faire, mais qui malheureusement n'aident pas la recherche de la vérité. Ce qui nous amène directement vers le fait que le mal a été fait, c'est parole contre parole, le tout juste avant l'arrivée du président américain dans la zone, ce qui, in fine, est l'excuse parfaite pour empêcher sa tournée au Moyen-Orient avec un retrait des pays musulmans autour qui ne souhaitent plus le recevoir. Donc, où est la vérité? Je ne prétends pas pouvoir vous l'apporter aujourd'hui dans cette vidéo. Ce que je prétends chercher, mon état final recherché aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qu'on peut réellement faire dire à tous ces éléments. Et il est important de bien comprendre le point de vue des méthodes de l'aviation sur ces sujets. Donc, la crédibilité et la gestion des priorités. Dans l'aviation, si vous apprenez à piloter, on va vous apprendre aviate, navigate, communicate. Quand des choses arrivent dans votre cockpit, vous devez toujours piloter votre avion. Si vous décrochez, vous pouvez être en train de communiquer, faire tout ce que vous voulez, ça ne vous aidera pas, ça ne vous sauvera pas. Donc en 1, on gère l'aéronef. En 2, on se demande où il faut aller, quel est l'objectif, quel est l'état final recherché, quel est l'objectif macro, et du coup on en déduit la prochaine étape micro. Si je souhaite survivre, la survie de mes passagers, la survie des gens au sol et la préservation de ma structure, je vais m'orienter en cas de panne, une fois que j'ai pris la bonne vitesse, vers une zone non peuplée afin d'y poser l'avion. Et ensuite seulement, je vais pouvoir communiquer. C'est une gestion qui va toujours dans ce sens-là. C'est vrai que vous soyez aux commandes d'un aéronef, c'est vrai que vous soyez aux commandes de vous-même. L'aviate, c'est la prise de recul, retirer ses biais, se déstresser et réussir à prendre des décisions, à analyser les événements avec un œil calme. Se poser ensuite la question de l'objectif, de où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'il va falloir prendre une décision du macro vers le micro. Et ensuite, derrière, on peut communiquer. Et là, clairement, aviate, navigate, communicate, ce n'a absolument pas été fait. On s'est retrouvé avec de la communication bien trop tôt, biaisée, émotionnée, avec un navigate discutable. Et dans l'aéronautique, ça vous amène directement à la catastrophe. Donc, en tant que pilote, nous sommes biberonnés à ce concept. L'autre point que je veux vous partager, c'est cette notion un peu de TIC. Le TIC, c'est quoi? Dans l'aviation de chasse, c'est Troops in Contact. Vous avez des troupes au contact. Et à partir de là, c'est vraiment ce pourquoi vous vous entraînez. Vous voulez aider des forces spéciales, des forces régulières à se désengager. Il faut les aider. Et toujours pour décider, vous allez vous poser la question en 1 de la T.
temporalité, dans quelle échéance de temporalité est-ce que j'évolue? Est-ce qu'on a 2 minutes, 5 minutes, 30 secondes, 1 heure, 2 heures? Ça va avoir un impact sur votre capacité de prise de recul, votre capacité à prendre vos décisions derrière. Ensuite, derrière, collecte de l'information. Quelle information est-ce qu'on a? Mais surtout, de quelle qualité? Ça, c'est important. Est-ce que, en termes de qualité, c'est du possible? Est-ce que c'est du probable? Est-ce que c'est du certain? C'est comme des coefficients différents qui vont venir peser dans la balance pour vos décisions. Et une fois qu'on maîtrise la temporalité, qu'on sait donc combien de temps on a devant nous pour collecter l'information avant une éventuelle décision ou communication, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'arriver avec un discours cohérent et de ne pas faire comme a fait l'armée israélienne, poster des images pour 2 heures après les retirer parce qu'en fait, ils n'avaient pas posté quelque chose d'efficace ou quelque chose d'aligné avec la situation. Ensuite, un autre point important, est-ce que j'ai besoin de m'exprimer? Et là, c'est oui, non ou ne se prononce pas. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un avis sur tout. Ne vous sentez pas forcé de juger ou d'avoir un avis sur tout. C'est très tendance à l'heure actuelle. Mais encore une fois, si votre avis compte peu ou autre, prenez le temps pour aller chercher de l'information débiaisée. Et à partir de là, faites la différence entre juger et analyser. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est la base pour un pilote de chasse, mais également pour un pilote de ligne. Car au quotidien, et même si vous travaillez en entreprise, même auprès de votre famille, vous jouez votre crédibilité. Et la manière dont on a intellectualisé notre crédibilité dans la chasse embarquée, c'est comme une action en bourse. Tous les jours, vous arrivez avec une certaine valeur en bourse de crédibilité. Et fonction de la qualité de vos décisions, fonction de la qualité de vos interactions, cette crédibilité va bouger. Et au combat, ou dans des situations difficiles, vous aurez peut-être à faire un retrait en bourse de crédibilité et si vous n'avez pas réussi tant de paix à l'amener assez haut, c'est la catasse. À partir de là, cette crédibilité est directement liée à votre capacité à communiquer. Si vous n'avez pas un process, une méthode, une checklist pour préserver vos qualités de communicant, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment contrôler votre crédibilité et c'est votre parole qui risque d'avoir des soucis ainsi que votre réputation à un moment. Le petit moyen mémotechnique très simple, c'est avant de communiquer, how does it make me look? Pourquoi est-ce que ça me fait passer? Je vous rappelle, un équipage d'Air France 777 fait une approche sur Charles de Gaulle. Ils ont remis les gaz et ils ont raison. Si ça ne se passe pas comme prévu, c'est pas stabilisé, on remet les gaz. Le commandant de bord a annoncé sur la fréquence que l'avion fait n'importe quoi. C'est parti en drama dans la presse, comme quoi les Boeing avaient encore un souci. In fine, après enquête, l'avion n'avait pas de souci, les 2 pilotes ont piloté en même temps au travers du pilote automatique. Si vous voulez, mettez-le-moi en commentaire, on pourra creuser un petit peu cet événement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le pilote a communiqué des informations inutiles au contrôle aérien qui ont été captées car tout est enregistré maintenant et qui a forcément impacté sa crédibilité et celle de sa compagnie. Est-ce qu'il y avait besoin de communiquer « l'avion fait n'importe quoi » ? Absolument pas. On voit bien l'impact que peut avoir une communication non maîtrisée sur votre crédibilité, sur votre réputation et celle de votre entreprise ou de votre armée. Maintenant, on attaque dans le dur, on attaque le débrief. Petit disclaimer, avant que vous soyez pro d'un côté ou pro de l'autre, mettez votre ego de côté, mettez vos certitudes de côté. Je vais analyser de manière factuelle, sans parti pris. Et je n'ai pas la science infuse ni la vérité. À partir de là, nous allons regarder ce que l'on peut faire dire à tout en regardant forcément la géographie et la zone devant l'hôpital qui a été touchée, en essayant de voir les différentes preuves qui ont été fournies et en essayant de voir eh bien, quel type d'armement aurait pu réaliser ça. Maintenant, et je vous le dis tout de suite si vous êtes pressé, le grand souci, c'est l'absence d'éclat. Où sont les éclats? Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, il y en a forcément au niveau des victimes. Et que ce soit 500, 200, quelques dizaines, car apparemment il y a eu un rétropédalage sur le chiffre de 500 annoncé dans certaines presses, qui n'ont pas vraiment bien identifié leurs sources avant de publier. Même s'ils ont fait un démenti plus tard, ils sont excusés, le mal était fait. Les victimes, on va être clair, il y en a eu trop. Donc que ce soit 10, 20, 100, 200, 500, je voudrais juste insister sur un point. Si vous avez une explosion ici et que vous avez une multitude de personnes
dans un petit champ à côté. L'explosion a lieu. Des morceaux vont partir. Il y a un biais souvent que les gens comprennent mal, c'est comme avec la guerre bactériologique. Si on vous dit par exemple, il y a du gaz sarin qui est envoyé au milieu de San Francisco, si vous aimez bien The Rock, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas une dispersion proportionnelle de ce gaz. C'est-à-dire que la première personne va prendre une dose bien plus que mortelle, mais derrière, à quelques centaines de mètres par exemple, il n'y aura peut-être pas la dose mortelle. C'est-à-dire que si vous dites, tiens, je sais pas, il y a 1000 litres de gaz sarin, que vous vous dites, il faut, on fait des exemples tout bêtes, hein, il faut 1 litre par personne pour mourir. C'est pas des vrais chiffres, mais vous avez compris l'idée. Et là, vous me dites, du coup, avec 1000 litres, on peut tuer 1000 personnes. Et bien en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Pareil avec les éclats. Pourquoi? Parce que la première personne ici qui a rien demandé, et c'est pas 1 litre qu'elle va prendre, mais elle va peut-être prendre 100 litres. Du coup, forcément, après, il en reste moins pour après. Et il y a ces effets à prendre en compte lors de l'explosion d'une munition. Forcément, les personnes les plus proches vont le plus ramasser. Et donc, il y a une non-linéarité sur l'effet militaire. Ça, c'est important de le comprendre en français dans le texte. Malheureusement, on traite de sujets graves, mais que ce soit du matériel ou de l'humain, vous avez les premières parties qui vont prendre beaucoup plus que ceux qui vont être protégés de l'onde de choc, protégés des shrapnels, protégés des morceaux derrière. Donc il y a une non-linéarité sur l'effet militaire suite à cette explosion. Ça, c'est important de le comprendre. Et j'insiste, le seul moyen dans cette histoire de savoir quel type d'armement a explosé, c'est les éclats. Et bizarrement, à l'heure actuelle, on n'en a vu aucun. Ok, donc comme on dit au Texas, your ego is not your amigo. Ça, on en a parlé, on rentre dans le dur. La zone, vous avez ici la bande de Gaza. Vous voyez la frontière, si je puis dire, qui est là, le checkpoint qui est là. Ces derniers jours, si vous avez suivi, une poussée le long de la plage a eu lieu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la ville de Gaza. Je vous rappelle, on a tout le nord qui est là, une zone de faible population qui se situe là. En plein cœur de Gaza, ici se trouve le fameux hôpital. L'hôpital en zoomant, on le retrouve ici avec ses toitures avec panneaux solaires très distinctives qui se trouvent là, avec ici deux jardins où se trouvait de la population. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de population? Tout simplement parce que normalement, les hôpitaux ne sont pas une zone qui est censée être frappée. Donc à partir de là, si votre ville se fait bombarder, aller se réfugier proche de l'hôpital peut vous paraître comme étant une situation d'avenir. Maintenant, nous allons voir qu'il y a un impact qui a lieu juste ici, juste au milieu, et nous allons pouvoir étudier également cet impact de manière un petit peu plus précise. Les locaux de l'hôpital, c'est toute cette partie-là. Il n'y a pas eu d'impact direct. Donc depuis le début, on vous parle de frappe sur l'hôpital, c'est frappe devant l'hôpital. Ici, image AFP, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir les fameux panneaux solaires, les deux zones dont je vous ai parlé, et ici, différents véhicules, certains brûlés, certains même déplacés probablement à cause du souffle de l'impact, certains ici, pourtant pas très loin, qui sont en parfait état. La toiture également ici endommagée, et également un peu de dommages juste là. Si on vient regarder plus en détail, on voit ici l'impact qui est un très petit impact d'un point de vue militaire. Vous avez également les véhicules calcinés et la façade donc en bon état, quelques dégâts extérieurs néanmoins. Si on veut regarder vraiment plus en détail, car il est important de bien s'orienter, vous voyez que le cratère est ici. Voilà, on a un cratère qui se situe là, qui est donc bien ici. Si on vient regarder en détail la zone du cratère, vous voyez, regardez ces traits là. Ça là, ces traits, comme ça. Et donc ces traits, ça nous permet de comprendre quoi? Ça nous permet de comprendre en fait l'axe d'arrivée. Donc vous avez le cratère qui est juste là, avec derrière la pelouse, et des projections comme ça. Nous sommes donc sur un axe d'arrivée qui arrive plutôt de l'est. Maintenant, si on reprend la carte vers l'extérieur, nous avons donc ici, qu'est-ce qu'il y a dans cette direction-là? Eh bien, dans cette direction-là, juste ici, il se situe, eh bien, apparemment un lanceur du dôme de fer. Mais dans un premier temps, je vous propose de revenir un petit peu sur les images. Donc, les images, ce qui est très important, c'est de bien comprendre ce que l'on voit. Donc là, c'est une belle vue qui nous est donnée par le Washington Post. Vous avez la caméra A qui est là, qui regarde donc vers le sud. Et vous voyez des départs d'un tir de barrage de roquettes. Donc vous avez le Hamas qui envoie une multitude de roquettes. Ça part de Gaza. Ensuite, autre point intéressant,
au moment des départs de roquettes, vous avez une lumière dans le ciel. Et si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a ce qui semble être 2 aéronefs de combat qui lancent des leurres infrarouges, probablement en réaction à ces départs de roquettes qui peuvent être perçus par un pilote, probablement au-dessus de 10 000 pieds, comme un départ de missiles solaires. Donc soit de manière automatique, soit de manière manuelle, il y a ce leurrage infrarouge pour séduire un éventuel missile. Et donc on voit bien qu'il y a une présence de chasseurs au large. Si on regarde un petit peu, ça nous fait des chasseurs qui se baladent grosso modo dans cette zone-là. Et si vous regardez dans le détail, il y a eu 4 explosions dans la zone proche de l'hôpital dans les minutes qui ont précédé l'explosion au niveau de l'hôpital. Donc c'est cohérent qu'il y ait du chasseur en manœuvre. Comme par hasard au-dessus de la mer, si vous regardez les premières vidéos qu'on a faites, je vous avais dit que si j'étais l'armée israélienne, j'opérerais principalement du large au-dessus de la mer. Toujours est-il, qu'est-ce que l'on voit également avec cette vue-là? On voit le tir des barrages et vous allez voir l'interception dans le ciel. Maintenant, le point très intéressant, c'est ça, c'est que ce fameux missile qui part, il semblerait, je dis bien il semblerait, eh bien qu'on le géocalise plutôt à l'est de Gaza, ce qui vient corroborer le fait que ça pourrait être un intercepteur du dôme de fer qui monte vers l'altitude pour intercepter une roquette. Voilà pour ces images-là. On ne peut pas leur faire dire autre chose. Ensuite, vous avez cette explosion avec le grillage. Certaines personnes ont dit pas crédible à cause de la distance. En y regardant de plus près, on est probablement en deçà de 150 mètres. Vous savez que le son parcourt environ 300-330 mètres par seconde. Nous sommes donc sur un décalage qui va être de l'ordre de la demi-seconde, qui ne permet pas, si vous voulez mon avis personnel, d'exclure cette image. Néanmoins, faut être franc, elle ne nous apporte pas grand-chose. On voit bien que c'est au niveau des panneaux solaires, ça a l'air d'être la bonne zone. Nous avons le son qui ressemble à une accélération, un projectile en accélération. De là à dire quel type de missile c'est à l'oreille, je ne peux pas m'y risquer. Néanmoins, en termes de signature sonore, ça ressemble, si je devais m'aventurer, alors comme je l'ai dit, on a du possible, on a du probable, on a du certain. Hein. Moi, je vous dirais qu'il est possible que ce soit plutôt du missile aux roquettes. Je pense pas vraiment à une bombe. Sur ces images-là également, vous voyez bien les panneaux solaires, ce qui nous permet de confirmer que c'est bien la bonne zone. Ça a donc explosé avec une charge militaire qui n'est pas énorme non plus. Autre zone, là qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a effectivement des incendies, mais ces incendies, je vous rappelle qu'il y a des véhicules, et les véhicules, ça a généralement de l'essence à voir, mais un véhicule, ça brûle bien. Donc vous avez ces incendies secondaires qui sont probablement dus, on a vu derrière, quand on voit au résultat, à l'incendie des véhicules. Ensuite, vous avez l'armée israélienne qui nous a proposé une bande sonore apparemment interceptée par 2 terroristes du Hamas qui sont en train d'échanger et qui disent que c'est eux. Personnellement, pour moi, c'est pas à prendre en ligne de compte pour plein de raisons que j'entrerai pas en détail, mais ça n'apporte pas grand chose à l'étude. Par contre, si on zoome un petit peu plus sur la zone où je vous ai parlé du dôme de fer, donc Gaza, l'hôpital est là, le dôme de fer, ça va être par ici. Vous avez cette zone juste ici, et si on zoome un petit peu avec Google, eh bien on voit rien. Néanmoins, sur Internet, certaines personnes ont accès à des images plus modernes, plus récentes, et vous voyez qu'il y a une construction qui a eu lieu, et ça ressemble effectivement clairement à du dôme de fer. Ça, c'est l'image Google, ça, c'est l'image que vous pouvez retrouver sur la toile avec des sources satellitaires privées. Planet Labs 2023 et Washington Post nous proposent même une analyse que je trouve cohérente. Donc, est-ce que ça peut être un lancement du dôme de fer? Là, cette zone-là, absolument. Maintenant, il faut être franc. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On a analysé différentes images, mais ces images-là ne nous permettent pas de voir le projectile qui va directement sur la zone. Donc oui, il y a des tirs de roquettes qui viennent de Gaza. Oui, il y a du tir, et c'est normal, de la partie israélienne. Oui, il y a des avions de chasse sur zone, avions de chasse israéliens. Jusque-là, tout le monde est au combat, tout le monde est en train de mettre en œuvre son armement dans un délai plus ou moins similaire. C'est cohérent, mais on ne peut en tirer absolument aucune conclusion. Donc je vous propose qu'on revienne un petit peu sur le site de l'explosion et qu'on se pose la question, quel type d'armement aurait pu faire ça? Est-ce qu'un Hellfire
aurait pu faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de fusées de proximité sur les aéronefs, sur les missiles comme sur les bombes. Vous pouvez soit avoir un armement, là on a le sol, un armement qui arrive, qui détecte qu'il s'approche du sol et qui explose avant de toucher le sol. C'est ce qu'on appelle l'airburst, ça explose dans le ciel. Ça, c'est si vous voulez faire de l'antipersonnel. Ensuite, vous pouvez avoir de l'armement qui pénètre à l'intérieur, qui a un retard, et fonction du retard que vous avez mis, qui va pouvoir traverser un certain nombre d'étages avant d'exploser. Là, forcément, vous êtes sur un type d'impact qui est différent, un effet militaire qui est différent. Ça, c'est très dangereux pour les gens en extérieur, et vous allez avoir un impact au sol un peu plus petit que ça, forcément, qui va plus pénétrer à l'intérieur du sol. Donc, on sait que les Israéliens ont du Hellfire. Hellfire, quelques kilos de charge militaire, plutôt une volonté de pénétrer pour casser du cher normalement. Ça, c'est ce qui tire avec le dôme de fer. Vous voyez, en termes de taille, on est sur quelque chose qui ressemble à de la roquette. Quelques kilos de charge militaire, j'ai pas trouvé en source ouverte, mais à vue de nez, on doit être sur du 3 à 9 kilos grand maximum de charge militaire. Ensuite, les Israéliens ont du Spike. Spike qui peuvent tirer depuis le sol, depuis des drones, depuis des hélicoptères, même depuis des avions. On se retrouve encore une fois sur un missile avec quelques kilos de charge militaire, cohérent avec la sorte d'impact et de dégâts qu'on a pu voir devant l'hôpital. Le Hamas, de son côté, a une multitude de roquettes qui ont la réputation, et c'est prouvé statistiquement, de ne pas atteindre leur objectif dans 20% des cas. Et en 2022, il y a eu 3 cas où des roquettes du Hamas ont tapé la population de Gaza et ont fait des pertes civiles. Donc ce n'est pas la première fois, et malheureusement probablement pas la dernière fois que ça arrive. Vous voyez qu'on est sur des tailles absolument différentes, des charges, la Warhead, des charges militaires de 1,5 kg à 150 kg plus. Au vu des dégâts qu'on a pu voir, on est probablement sur de la charge militaire entre 5 et 25 kg. Donc est-ce que le Hamas dispose de ce genre de roquettes? Absolument. Est-ce qu'ils ont tiré à ce moment-là? Absolument. Au niveau des bombes, on a de la MK82 à de la MK84, de la bombe de 250 kg à 1 tonne qui peut être mise en œuvre par les Israéliens. On est sur des explosions qui n'ont rien à voir. Regardez, c'est du gros bestiau et c'est de la très très grosse explosion, des explosions plus fortes que ce qu'on a pu voir aux images avant. Et l'autre chose qui nous reste, c'est du Patriot. On sait qu'il y a du Patriot dans la zone. Imaginons un Patriot soit parti. D'ailleurs, c'est déjà arrivé que des Patriots marchent mal. Par exemple, ces images en Arabie Saoudite. Vous voyez qu'en termes de propulsion, en termes d'explosion, on est pareil, un step au-dessus. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on est sur de la charge militaire entre 5 et 25 kg, grand maximum, avec de la propulsion et avec des dégâts également faits par l'amplification de l'impact avec les véhicules au sol. Pour vous donner une idée, ça c'est une bombe de 1 tonne qui a été fait exploser par des spécialistes. Et vous voyez la taille du camarade, ça c'est une MK84, donc une bombe de 1 tonne sur un sol assez meuble qu'ils ont fait exploser. Ça vous donne une idée, on est très loin. Donc ce qu'on peut dire de manière, on va dire à 90%, c'est pas de la JDAM, c'est pas de la GBU. Maintenant, est-ce que ça peut être un missile intercepteur du dôme de fer? Pourquoi pas? Est-ce que ça peut être un missile, une roquette du Hamas? Pourquoi pas? Est-ce que ça peut être un Hellfire ou un Spike? Peu probable, mais on ne peut pas l'exclure. Donc en définitive, on a regardé les images, on a pris les différentes sources, et on se rend compte eh bien, qu'on ne peut pas conclure. Pourquoi on ne peut pas conclure? Parce qu'il nous manque, comme je vous le disais, les morceaux. Et ça, si vous le reconnaissez, c'est un morceau du S-300 qui est arrivé en Pologne l'année dernière, où tout de suite, il a été demandé à ce que l'OTAN s'énerve contre la Russie, notamment par le président ukrainien, et après enquête, ce morceau de S-300 était ukrainien. Donc, pourquoi je vous partage ça? Parce que ce qui a permis, en définitive, d'acter, c'est bien les morceaux retrouvés. Et là, on est sur du S-300. C'est un gros intercepteur. Ça fait penser à du Patriot, par exemple. Et vous avez vu la taille du morceau qu'il récupère. Donc, nous faire croire qu'il n'y a aucun morceau à récupérer, c'est tout simplement chercher à nous désinformer. Maintenant, alors que ça tombe en plein milieu de Gaza, si les personnes sur place n'ont aucun morceau à nous proposer, ce qui est quand même bizarre vu tout l'armement qui est tombé autour, c'est probablement que ça ne suit pas leur narratif, mais là, on quitte l'art du débriefing pour rentrer dans de la supputation
Ce n'est pas ce que je compte faire. La seule chose que je peux faire, c'est vous dire où sont les morceaux. Et tant que vous n'aurez pas vu des morceaux en étant certain qu'ils proviennent bien de cette explosion-là, nous ne pourrons pas conclure. Donc moi, personnellement, mon avis personnel sur ce sujet, c'est quoi? C'est la temporalité. S'il y a une leçon à apprendre de cet événement, c'est qu'il est indispensable, lorsqu'il y a ce genre d'informations, de prendre du recul, le recul physique et le recul psychologique, et de ne pas sombrer dans cette surenchère d'informations qui, in fine, ne nous apprend rien ou ne sert pas à l'état final recherché d'un côté comme de l'autre. Prenez du recul toujours par rapport à ça, et dans votre vie de tous les jours, c'est la même chose. Attention à ces erreurs. On a bien vu maintenant que tout le monde est dans l'immédiateté de l'information. Il faut savoir prendre du recul. Personnellement, j'avais une petite idée, et j'ai un petit peu tweeté que c'était pas une bombe dans les premières heures après l'explosion. On a pris le temps de décaler cette vidéo, de la mûrir. Pourquoi? Parce que je dois rien à personne en fait. Même si mon objectif c'est de vous informer et de vous permettre de vous informer, mon objectif également c'est de garder ma crédibilité et de ne pas succomber à la pression de rechercher à toujours essayer de vous donner la primeur d'une information, qu'elle soit vraie ou fausse, ou qu'elle provienne d'une source qui s'est déjà montrée peu fiable. Donc attention à toujours vous poser cette question de la temporalité. Ensuite, les illusions de nuit. Ce sont des images de nuit. Si vous avez déjà fait de l'aviation de nuit, vous savez à quel point c'est compliqué d'estimer les distances, d'estimer les trajectoires de nuit. J'ai personnellement un collègue qui a une fois en super-étendard essayé de rassembler en patrouille serrée des étoiles. Il confondait des étoiles avec un super-étendard. C'est pas une situation d'avenir. Heureusement, on l'a rappelé, on l'a vu. Mais ça va très très vite. Rappelez-vous de John Kennedy qui, de nuit en 99, Junior, s'est tué avec son Piper Saratoga. Les illusions sensorielles de nuit, les problèmes d'horizon de nuit, c'est également arrivé sur F-16. L'illusion spatiale arrive très vite. Et donc quand on voit une lumière ou même des fois un bolide dans le ciel, l'autre jour j'étais à Lyon, j'ai vu un bolide dans le ciel, je vous aurais juré qu'il était à quelques dizaines de kilomètres. En fait, il était à des centaines de kilomètres. Il est très dur d'estimer les distances de nuit. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on marche plus facilement la nuit que de jour. On fait plus de distance la nuit, il faut s'en méfier si vous faites des marches militaires. Toujours est-il, John F. Kennedy Jr. ne confondait pas son accident avec Joseph P. Kennedy Jr. qui est mort le 12 août 1944 avec son BQ-8 call sign Robot qui était un B-24 qui devait être télépiloté pour aller exploser sur une base de lancement de missiles allemands. C'était la mission Aphrodite. Il y avait 9,6 tonnes d'explosifs à bord et malheureusement les explosifs ont sauté avant que l'équipage, dont le jeune Kennedy, ait pu s'extraire en parachute de l'avion. Donc ces illusions, c'est un problème très connu dans l'aviation. Méfiez-vous des images. Il y a eu beaucoup de mauvaises analyses aux intes sur cet événement. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Prenez toujours du recul. Le dernier petit point, eh bien, j'ai peur que ça soit pas fini. On en a parlé pour l'Ukraine. L'Israël, à l'heure actuelle, rentre dans la bande de Gaza, contrôle, verrouille l'information. Là encore, usez de votre sens critique. Quant au Hamas, on peut se poser la question de la crédibilité quand on voit même certaines vidéos qui circulent avec des personnes dans un sac mortuaire au téléphone. Ça n'aide pas leur cause ou des mises en scène. À partir de là, et c'est normal, on en a parlé, l'Ukraine avait son agenda, la Russie a son agenda, l'Ukraine a même légiféré sur l'interdiction de communiquer des vidéos, des informations qui ne vont pas dans la bonne direction pour son pays. Pour ce qui est d'Israël, c'est peut-être pas légal à l'heure actuelle, mais ne vous attendez pas à voir beaucoup d'images sortir du conflit qui ne soient pas contrôlées par Israël. Et pour ce qui est du Hamas, ils ont un état final recherché. Il faut communiquer au maximum sur les événements. Ils font peut-être même encore plus la guerre sur la communication que dans les rues de Gaza. À partir de là, je voulais vous partager petite citation. Ce coup-ci, j'ai fait simple. Elle arrive directement de Au-delà du cockpit, qui est notre bouquin sur la méthode de l'aviation, autour d'Aviate, Navigate, Communicate, on en a parlé aujourd'hui, et c'est qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Et je voulais vous livrer la grande différence entre le Rafale Air et le Rafale Marine. La grande différence entre les deux, point de vue cockpit, c'est ça. Là, vous avez un chrono. Et ce chronomètre, il n'est présent que dans le Rafale Marine. Il n'est pas présent dans le Rafale Air. Car quand on vit dans un monde maritime, avec extrêmement de contraintes, avec un porte-avions et 2000 personnes qui se déplacent, qui doivent gérer leurs contraintes, et que vous également, vous avez vos contraintes à gérer dans votre avion, eh bien, c'est la maîtrise du temps qui va permettre à tout le monde de s'aligner vers un objectif commun, de bien fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que nous avons ce chrono, pour pouvoir être plus flexible, nous adapter et revenir à ponter au moment
où cela est possible pour le porte-avions, car je vous rappelle, dans la marine française, on ne peut pas catapulter et apponter en même temps. Il faut donc être parfaitement synchro. Vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez vous le prendre pour vous et l'utiliser notamment face à cette déferlante d'informations que l'on subit, j'ai envie de dire, au quotidien et qui va vous permettre de prendre le recul nécessaire, vous dire en permanence c'est comme ma temporalité, ou là l'hôpital de Gaza, vous n'avez pas besoin d'avoir un avis le soir même, même dans 2 jours, même dans 3 jours, même un jour. Ça va vous permettre de vous détacher, d'user de sens critique et in fine peut-être d'un peu plus vous rapprocher de la vérité. Fly safe.